Déjà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien dormi, que ça se passe bien pour vous, et puis que vous avez pris autant de plaisir que moi à ce congrès 2019. Et pour conclure ce week-end, j'aimerais vous remercier tout simplement de me faire une nouvelle fois confiance, parce que c'est quand même vous qui avez voté pour moi en tant qu'administrateur national, et donc le conseil d'administration qui me fait une nouvelle fois confiance et me permet d'entamer un troisième mandat en tant que président de AIDE, tout simplement. Donc merci à vous. Et je suis ravi de pouvoir... Merci. Je suis ravi de pouvoir continuer à occuper cette fonction auprès de vous et de nous représenter auprès des partenaires et des institutions. Et puis je voudrais saluer également un événement qui démontre notre dynamisme et notre capacité à faire monter les militants en responsabilité au sein du conseil d'administration, puisque, en effet, ce ne sont pas moins de 9 nouveaux et nouvelles administrateurs, administratrices élus qui nous rejoignent au sein du conseil d'administration. Et pour ça, la représentation démocratique, j'ai envie de dire, elle fonctionne bel et bien au sein de notre organisation. Et si nous devions en douter, j'ai envie de vous dire, on peut simplement en être très fiers. La montée en charge sur des fonctions électives n'est pas neutre. Il va falloir l'accompagner dans la prise en responsabilité et dans le renforcement des capacités de chacune et de chacun. Il nous faut continuer au niveau du bureau du conseil d'administration le suivi et le support qui a été entamé pendant la mandature précédente lorsqu'il est nécessaire et demandé. Et je vous prie de croire que nous serons là, bien évidemment, au rendez-vous avec l'ensemble des administrateurs, le bureau et également, je l'espère, les administrateurs qui nous quittent et que j'espère mobiliser au niveau du volontariat national. Alors, je dois vous dire qu'écrire un discours de clôture, c'est toujours très compliqué, car il implique une parole politique forte de ma part, et parfois, je vous avouerai que je ne m'en sens pas forcément capable. Tout simplement parce que ça demande une compréhension de tous les enjeux, une attente de vous, militantes et militants, une vision peut-être, et puis surtout une direction politique forte. Alors, je vais vous décevoir, je ne suis pas devin, en tout cas pas encore, et je ne sais pas ce qui va se passer, mais... tout ce que je peux vous dire, c'est que nous pouvons dessiner les grandes lignes de ce qu'on veut faire à AIDE, de ce qu'on veut partager à AIDE ensemble. Alors, je ne vais pas faire de plan sur la comète non plus, mais mon rôle avec le conseil d'administration, c'est de nous conduire vers nos objectifs et le bon déroulement de notre projet associatif. Ce que j'ai envie de vous dire simplement, c'est que ce discours vient d'abord de ce que je retiens de nos rencontres, de nos échanges et de nos écrits que nous avons assez régulièrement et que j'espère que nous continuerons à avoir. Sur ce que nous vivons aussi au quotidien, les rencontres que nous faisons, les joies comme les problématiques que nous rencontrons dans notre militance. Et ce dialogue, il doit se poursuivre entre les différentes instances de l'association, entre toutes les militantes et militants, salariés, acteurs, actrices comme volontaires, mais aussi en interrégion. Parce que ce dialogue, il s'inspire aussi de tout le travail que nous avons réalisé ensemble sur le projet associatif que vous avez voté hier. Ce projet associatif s'inscrit pour une durée de 5 ans et va nous donner les orientations qui vont organiser notre stratégie à tous les niveaux de l'association. Donc ce document, nous l'avons voté, mais désormais, il va falloir le faire vivre. C'est ce que je disais tout à l'heure à quelques-uns. Finalement, le projet associatif, c'est la face émergée de l'iceberg. Derrière ça, on a encore énormément de travail et charge à nous de le décliner désormais de façon très opérationnelle, c'est ce que disait Marc, sur les régions et sur les territoires. Simplement, avec le projet associatif, nous rappelons que nous nous inscrivons bien dans la stratégie globale de réduction des nouvelles infections, de découverte des séropositivités, d'orientation vers le soin, d'accompagnement, mais aussi de prévention et de lutte contre les discriminations, comme c'est partout le cas dans le monde. Mais alors, comment on va faire pour inscrire cette stratégie au mieux sur nos territoires dans le contexte français? Alors, on le répète toujours, nous avons tous les outils
disponibles pour freiner la dynamique des épidémies, voire pour l'arrêter. Et nous devons maintenir dans ce cadre notre fort niveau d'action. Je reviens un petit peu en arrière. En 2018, nous avons accompagné plus de 2000 personnes vers la PrEP. Nous avons fait de AID l'organisation qui délivre le plus d'autotests en Europe. Nous avons réalisé le plus de trottes en comparaison avec toute autre structure. Nous sommes toutes et tous convaincus que le dépistage, c'est la clé de la lutte contre l'épidémie de VIH. Et de fait, nous devons continuer nos actions de prévention, de réduction des risques et d'accompagnement sur tout le territoire, hors les murs ou dans les lieux de mobilisation, qu'ils portent un carud ou non, et d'assurer l'accueil de toutes les personnes qui viennent dans notre association et qui passent les portes de aide. Alors, il nous faut continuer, bien évidemment, ça je pense que vous l'avez compris, mais il nous faut aussi nous interroger. Parce que moi je considère que d'une stratégie de présence quasi systématique de nos actions depuis le début de la lutte sur tout le territoire, en métropole, puis en Caraïbes et en Guyane, il nous faut maintenant concentrer notre présence là où la dynamique de l'épidémie se fait la plus prégnante. Il nous faut casser les épidémies dans les zones prioritaires comme la Guyane, la Caraïbe, l'Île-de-France, le sud de la France, pour ne pas dire la PACA, l'ancienne rame. Je ne devrais plus dire les anciennes régions, parce qu'on va encore me dire que je suis dans le passé, mais c'est pas mal de se souvenir ce qui s'est passé. Si on fait ça, en fait, il faut revoir notre stratégie d'intervention. Il ne s'agit pas de définir là où nous n'interviendrons moins ou où nous n'interviendrons plus, mais de penser notre présence de façon différenciée selon les besoins et selon les publics rencontrés. Alors peut-être, je dis bien peut-être, hein, n'avons-nous pas besoin d'avoir des locaux partout sur le territoire? Peut-être, et je dis encore bien peut-être, on peut peut-être investir davantage sur la mobilisation et sur la prévention 2.0 et sur les interventions mobiles. Et à l'inverse, moi je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet sur les zones à forte prévalence et investir davantage là où nous devons faire la différence, avec des solutions innovantes comme les centres de santé sexuelle et pourquoi pas aussi, soyons fous, des salles de consommation à moindre risque. Il nous faut aussi systématiser la notion de parcours à celles et ceux qui en ont le plus besoin et le proposer à celles et ceux qui sont éloignés de la prévention et du soin et toujours leur ouvrir la porte. C'est ce qui nous permettra d'avoir un suivi beaucoup plus qualitatif et fin de la santé de ces populations les plus vulnérables. Et puis je pense qu'il faut nous interroger aussi sur nos actions qui fonctionnent pour certaines, moins bien peut-être qu'initialement ou qui ne remplissent plus tout à fait leur objectif. En principe, c'est ce qui se passe déjà dans nos régions et nos territoires, mais je sais que par expérience, pour l'avoir vécu, on a beaucoup de mal, on a beaucoup de difficultés à remettre en cause nos habitudes et certaines de nos actions, tout simplement parce qu'elles existent depuis tellement longtemps. Et j'ai envie de dire, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Pourquoi on fait telle ou telle action? Est-ce qu'on répond bien aux besoins des populations à qui on s'adresse? Est-ce qu'on est toujours aussi pertinent dans notre démarche sur ces actions? Alors peut-être qu'il nous faudra faire des choix pour être encore plus percutants et répondre encore mieux aux attentes des personnes accueillies et qui nous rejoignent. Et peut-être d'ailleurs nous faudra-t-il abandonner certaines activités au bénéfice d'autres organisations qui le feraient aussi bien, voire peut-être mieux que nous. Et ce sera peut-être laisser certaines choses que nous faisons à d'autres pour mieux se consacrer à la réduction de l'épidémie. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de vous annoncer ce qui va se passer demain. Hein. Je le disais tout à l'heure, je ne suis pas divin, devin. Oh, le lapsus. Donc, je ne suis pas devin. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces interrogations ne sont que des pistes de réflexion et en aucun cas des réponses définitives. Parce que c'est bien ensemble qu'on trouvera les meilleures solutions pour répondre aux enjeux qui nous attendent. Et c'est toute cette démarche que nous devrons entreprendre ensemble dans les mois et les années à venir. Alors je le disais hier, mais je l'aime bien le répéter, vous l'avez travaillé en atelier aussi, ce n'est pas tout seul que nous parviendrons à cet objectif de réduction des infections et de meilleur suivi des personnes. Alors, c'est vrai que je vous le rappelle souvent, mais j'aime bien rappeler que
Nous, à Aide, on est la première force de lutte contre le VIH et les hépatites en Europe. Mais, enfin, faut pas être naïf, hein, on va pas y arriver seul, en fait. Il faut qu'on emmène tout un mouvement autour de nous. On doit continuer à développer et multiplier nos partenariats au niveau local, régional et national, parce que je suis convaincu que nous avons cette capacité à emmener tout un mouvement à nos côtés et surtout à l'essaimer. Alors, il faut s'en donner les moyens et aller chercher ses partenaires grâce à la promotion de la démarche communautaire. Puis, j'ai envie de dire peut-être aussi que parfois, il faut mettre de côté notre prétention à tout connaître pour accueillir l'autre, parce qu'on est tellement gros, on est tellement nombreux, on fait tellement de choses que parfois on peut donner l'impression aussi de tout savoir sur tout, et ça peut faire peur à des partenaires qui sont peut-être de plus petite taille. Au niveau européen, le développement des réseaux est aussi un enjeu. Alors, il faut continuer à développer nos relations transfrontalières et d'ouvrir la plateforme à de nouveaux partenaires qui ne font pas encore partie de Coalition Plus. Je pense notamment à l'Est, je pense notamment au centre de l'Europe et au sud du continent. Parce que c'est à cette condition que nous en sortirons renforcés et encore plus légitimes à tous les niveaux. C'est aussi en nous enrichissant d'expériences et des bonnes pratiques de l'extérieur que nous pourrons innover et expérimenter chez nous. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas seulement la nouveauté dont nous sommes souvent friands, pas seulement l'innovation qui vont nous permettre de répondre au mieux aux besoins des populations vulnérables et avoir un effet durable sur les épidémies. C'est aussi la répétition de nos principes d'action. Je dis bien la répétition, tout ce que nous faisons déjà et qu'il faut continuer à faire en termes de mobilisation communautaire. Il ne faut pas oublier que nous sommes une organisation vivante qui change en permanence avec des militantes, des militants qui quittent l'association, d'autres qui vont nous rejoindre, d'autres qui vont grandir et qui vont prendre des responsabilités. Alors il ne faut pas hésiter à rappeler d'où nous venons, parce que notre mémoire, elle est fondamentale et doit être préservée et rappelée. Et que chacun puisse connaître l'histoire pour mieux comprendre où nous allons. Je le disais, nous devons rappeler qui nous sommes, accueillir les personnes les plus fragilisées, quel que soit leur parcours de vie, accompagner les personnes vivant avec le VIH et ou une hépatite d'un côté, et puis de l'autre, prévenir, continuer à aller chercher les personnes qui ignorent leur statut sérologique et accompagner les personnes séronégatives pour qu'elles le restent. Et les barrières, elles restent nombreuses pour permettre au plus grand nombre d'utiliser pleinement tous les moyens de réduire les risques d'exposition aux IST, au VIH et au VHC, et de vivre le mieux possible avec le VIH ou une hépatite. Alors, nous allons devoir nous mobiliser encore davantage contre les mesures répressives qui visent les usagers et les usagères de drogue, les travailleurs et les travailleuses du sexe, et nous opposer à la chasse aux migrants et aux migrantes. Nous mobiliser également pour que toutes les personnes qui vivent avec le VIH et ou une hépatite, où qu'elles soient, au nord comme au sud, en milieu libre comme en milieu carcéral, puissent bénéficier de soins adaptés en lien avec l'ensemble de nos partenaires. Nous mobiliser encore pour faire évoluer les représentations contre les discriminations en raison de l'état de santé, de l'orientation sexuelle, mais aussi de l'identité de genre. Il s'agira pour nous de nous battre pour faire entendre nos revendications, puisque non, le combat n'est pas terminé. Il est loin d'être terminé. D'abord, pour que les prix des médicaments innovants et les pseudo-brevets ne freinent pas l'accès à la santé pour toutes et tous. Ensuite, pour permettre aux populations les plus vulnérables d'accéder à une offre en santé sexuelle adaptée et pour continuer le déploiement de la PrEP. Et puis nous devons nous battre également pour la pleine et entière reconnaissance du TASP. Nous nous battrons encore pour mobiliser l'ensemble des acteurs de la lutte contre le sida et les hépatites en Europe et dans la Caraïbe, et dans le monde aussi, pour obtenir que la France augmente sa contribution au Fonds mondial lors de la conférence d'octobre à Lyon. Et ça continue dès demain, pendant tout l'été, grâce à vous. Alors vous voyez, même dans mon discours, je réussis à parler de la conférence de reconstitution, même si ce n'était pas prévu. Voilà. Merci au groupe. Vous le voyez, nous avons encore beaucoup à faire. Continuer à nous battre, réinterroger notre démarche communautaire, imaginer nos actions et plaidoyer demain pour impacter durablement les épidémies. C'est ce que je nous souhaite. Je ferai en sorte d'y contribuer encore et je sais que je peux compter sur vous toutes et tous pour le faire également. Et puis je voulais tout simplement
vous redire que je suis très fier de militer à Aide, je suis très fier que vous puissiez me donner une nouvelle fois votre confiance et surtout vous dire que après 10 ans à Aide, après 4 ans de président, je prends toujours autant de plaisir à militer à vos côtés. Je vous remercie.